On dit que le sang est plus épais que l'eau. À 82 ans, j'ai appris que parfois le sang peut aussi être un poison. Le jour où j'ai découvert le projet de ma fille de me faire déclarer folle, j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment connue. Mais commençons 6 mois plus tôt, quand je croyais encore au conte de fées de la loyauté familiale. Je m'appelle Marguerite, et pendant 70 ans, j'ai cru comprendre la trahison. J'avais été abandonnée par le père de ma fille alors qu'elle n'avait que 3 ans. J'avais cumulé 3 emplois, ménage de bureau à l'aube, service au déjeuner au bistrot du coin et réparation de vêtements tard le soir, juste pour nous maintenir à flot dans notre minuscule appartement du 15e arrondissement. J'ai sacrifié des rendez-vous, des amitiés, et même mon propre rêve de devenir enseignante, tout cela pour Sylvie. Ma belle et brillante Sylvie, qui, à mon avis, valait bien chaque nuit blanche et chaque franc que je ne dépensais jamais pour moi. Je me suis trompée sur tant de points. L'ironie, c'est que ma seconde chance de bonheur a commencé lors d'un enterrement. Henri Dubois a perdu son épouse de 47 ans le jour même où j'ai enterré mon dernier ami survivant du vieux quartier. Nous nous sommes retrouvés sur un banc devant le cimetière du Père-Lachaise, 2 êtres dévastés par la perte, regardant les feuilles tomber comme des larmes des arbres centenaires. Le deuil est étrange, a-t-il dit, sa voix portant le poids des décennies. Il vous donne un sentiment à la fois de vide et de plénitude. J'ai regardé cet homme aux cheveux argentés avec des yeux bienveillants et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la reconnaissance. Pas l'amour romantique, pas encore, mais la reconnaissance plus profonde d'une âme sœur qui comprenait que la vie avait pris plus qu'elle n'avait donné et qui avait survécu avec grâce. 6 mois plus tard, Henri m'a demandé en mariage dans le même cimetière où nous nous étions rencontrés. Marguerite, a-t-il dit, nous n'avons pas le temps pour de longues fréquentations à notre âge. Mais nous avons le temps pour le véritable amour, si tu veux bien de moi. J'ai dit oui, les larmes aux yeux, avec l'impression que l'univers avait enfin décidé de me faire grâce. Le mariage était en petit comité, juste Sylvie, aujourd'hui soixantenaire et récemment divorcée, et les 2 fils d'Henri qui vivaient au Canada. Sylvie semblait sincèrement heureuse pour moi ce jour-là, m'aidant à choisir une robe couleur crème qui me faisait me sentir belle plutôt que vieille. Elle m'a tenu la main pendant la cérémonie et m'a murmuré « Maman, tu mérites ce bonheur. » Ces mots allaient plus tard me transpercer la mémoire comme une lame. Henri a emménagé dans mon appartement, celui-là même où j'avais élevé Sylvie, enfin rentabilisé après des décennies de sacrifices. Il apportait sa retraite, son humour doux et son incroyable capacité à me faire sentir chérie à un âge où la plupart des femmes deviennent invisibles. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais assez d'argent, assez de chaleur, assez d'amour. Nous avons tous les 3 trouvé un rythme tranquille. Henri préparait le café chaque matin pendant que je préparais le petit déjeuner. Sylvie, qui travaillait comme assistante administrative dans un cabinet d'avocats, nous rejoignait avant d'aller travailler, se plaignant de son patron exigeant ou partageant les ragots du quartier. Le soir, on regardait les infos ensemble, Henri et moi, main dans la main comme des adolescents, tandis que Sylvie tricotait dans le vieux fauteuil de son père. C'était parfait. Trop parfait, je suppose, pour que la vie le laisse perdurer. Le premier signe est apparu 3 mois après mon mariage. J'avais toujours été très calé en chiffres, une nécessité quand on vit au jour le jour depuis 40 ans. Mais soudain, nos relevés bancaires ne correspondaient plus à mes relevés de compte. De petits montants au début. 50 € par-ci, 100 par-là. Quand j'en ai parlé à Henri, il a semblé perplexe. « Tu as peut-être mal calculé, ma chérie » a-t-il dit doucement. « On est plus jeune. » Ces mots m'ont blessé, car ils faisaient écho à quelque chose que Sylvie disait plus souvent. Des petites remarques sur ma mémoire, ma capacité à gérer les tâches ménagères. « Maman, tu as mis du sel dans ton café ce matin » disait-elle avec un sourire inquiet. « On devrait peut-être penser à simplifier tes habitudes. » Sauf que je me souvenais d'avoir fait ce café à la perfection. Je me souvenais de son goût, riche et amer, exactement comme je le préparais depuis 60 ans. Mais quand j'ai vérifié la tasse, elle était effectivement salée. Incroyablement, inexplicablement salée. Les trous de mémoire ont commencé à se faire sentir sérieusement après cela. Je trouvais mes lunettes de lecture dans le réfrigérateur. Les clés de ma maison dans le sucrier. Un jour, j'ai découvert que j'avais apparemment jeté des documents importants, des relevés bancaires et des papiers d'assurance que je savais avoir soigneusement classés.
Sylvie les trouvait à la poubelle en secouant la tête tristement. « Oh, maman, disait-elle, il faut qu'on parle de te trouver de l'aide. » Henri a commencé à me regarder différemment aussi. L'inquiétude dans son regard est passée de l'amour à la pitié, puis à quelque chose qui m'a serré la poitrine d'une peur inexplicable. Ils ont commencé à avoir des conversations qui se sont arrêtées dès que j'ai pénétré dans la pièce. Des discussions à voix basse sur les options, ce qui est le mieux pour chacun. Le point de rupture est arrivé un mardi matin de novembre. Je me suis réveillée confuse et désorientée, la bouche sèche et les pensées dispersées comme des feuilles au vent. Henri était déjà habillé, assis à la table de la cuisine, les papiers étalés devant lui. « Bonjour, mon amour, » dit-il d'une voix étrangement formelle. « Il faut qu'on discute de quelques détails pratiques. » Les papiers concernaient une procuration. Le transfert de mes comptes au nom de Sylvie, par sécurité. Un service appelé « Centre de soins de la mémoire », avec des brochures sur papier glacé montrant des personnes âgées souriantes dans des chambres pastel qui ressemblaient plus à des prisons qu'à des maisons de retraite. « Je ne comprends pas, » dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Maman !» Sylvie apparut sur le seuil comme appelée, le visage empreint d'une douce inquiétude. « On t'aime trop pour te voir lutter comme ça. » Le médecin est d'accord qu'une prise en charge supervisée serait préférable pour tout le monde. Quel médecin? Je n'en avais vu aucun. Mais les papiers portaient des signatures, des sceaux officiels, des dates censées correspondre à des rendez-vous dont je ne me souvenais pas. Le brouillard dans mon esprit était impénétrable, comme si j'essayais de réfléchir à travers une épaisse couche de laine. Cet après-midi-là, pendant qu'Henri faisait la sieste et que Sylvie était au travail, j'ai fait quelque chose qui allait me sauver la vie. J'ai frappé à la porte de ma voisine. Madame Rousseau avait 90 ans et était aussi affûtée qu'une lame fraîchement forgée. Elle habitait l'immeuble depuis 60 ans et m'avait vu élever Sylvie depuis sa fenêtre, de l'autre côté de la cour. Lorsqu'elle a ouvert sa porte et vu mon visage, elle m'a immédiatement fait entrer. « Mon Dieu, Marguerite, vous avez une mine affreuse. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai tout raconté. Les trous de mémoire, l'argent manquant, les papiers concernant l'internement. À mesure que je parlais, son expression s'assombrissait et s'inquiétait. « Marguerite, » dit-elle lentement, « il faut que je te dise quelque chose. La semaine dernière, j'ai vu Sylvie quitter ton appartement très tôt le matin. Avant 6 heures. Elle portait un petit sac et regardait autour d'elle comme si elle ne voulait pas être vue. Ces mots me frappèrent comme de l'eau glacée. C'est impossible. Sylvie n'a pas les clés de mon appartement. Le regard de Madame Rousseau était d'une grande douceur. Ma chère, elle a les clés depuis des mois. Je l'ai vue aller et venir quand tu étais au marché. Je pensais que tu le savais. Le monde bascula. Si Sylvie avait été chez moi en mon absence, si elle avait pu accéder à mon café, à ma nourriture, à mes affaires. Le café salé. Les objets égarés. La mystérieuse disparition de documents. Il y a plus, poursuivit Madame Rousseau. J'étais infirmière, avant de prendre ma retraite. Les symptômes que vous décrivez la confusion, la désorientation, les troubles de la mémoire peuvent être causés par certains médicaments. Notamment les sédatifs, administrés à petite dose sur une longue période. Mes mains se mirent à trembler. Tu crois que quelqu'un me drogue? Je pense que tu dois être très, très prudente. Et je pense que tu as besoin de preuves. Cette nuit-là, je restais éveillée, écoutant la respiration paisible d'Henri et planifiant l'enquête la plus importante de ma vie. J'avais 82 ans, j'étais censée perdre la tête, mais je me sentais plus concentrée que je ne l'avais été depuis des mois. La rage, je l'ai découvert, est un excellent antidote à la confusion. Le lendemain matin, je demandai à Sylvie de me préparer mon café pendant que je prenais ma douche. De la salle de bain, j'entendis les bruits familiers de la préparation du petit déjeuner, mais aussi autre chose, le léger clic d'une boîte à pilules qui s'ouvre et se ferme. À ma sortie, mon café m'attendait, parfaitement préparé, avec un léger arrière-goût amer que j'avais appris à associer à mon brouillard cérébral matinal. Au lieu de le boire, je le versai dans un thermos à l'abri des regards et le remplaçai par du café de la tasse d'Henri. En 1 heure, je me sentais plus lucide que je ne l'avais été depuis des semaines. J'apportai le thermos à Madame Rousseau, dont un neveu travaillait dans un laboratoire médical.
Les résultats sont tombés 3 jours plus tard, du lorazépam. Un puissant sédatif qui, à petite dose quotidienne, provoquerait exactement les symptômes de démence qui inquiétaient tant ma famille. Mais il me fallait plus que la preuve d'une prise de médicaments. Il me fallait comprendre l'ampleur de ce qui m'arrivait. Alors qu'Henri et Sylvie pensaient que mon état déclinait rapidement, je menais en réalité l'enquête la plus approfondie de ma vie. Je me suis rendu à la banque et j'ai découvert que Sylvie avait bel et bien retiré de l'argent de mes comptes grâce à une procuration que je n'avais jamais signée. Je me suis rendu au prétendu cabinet médical et j'ai appris que, bien que les rendez-vous aient été pris en mon nom, une autre personne s'y était rendue, se faisant passer pour ma fille et agissant en mon nom en raison de mon grave déclin cognitif. La découverte la plus effrayante a eu lieu lorsque j'ai accédé à mon propre courrier. Depuis des mois, Sylvie interceptait ma correspondance, y compris des documents officiels concernant des transferts de propriété et des déclarations médicales. Cachée dans sa chambre une violation de sa vie privée que ma survie exigeait désormais, j'ai trouvé des copies de fausses signatures, des feuilles d'exercice où elle avait retracé mon écriture, et des notes détaillées sur les comportements et symptômes spécifiques justifiant une déclaration d'incapacité mentale. Il y avait plus. Tellement plus que mon cœur a failli s'arrêter de battre en comprenant la situation dans son ensemble. Il ne s'agissait pas seulement de me voler mon argent ou mon appartement. Sylvie avait fait des recherches sur les cas de maltraitance envers les personnes âgées, appris des techniques, contacté d'autres personnes qui avaient réussi à prendre le contrôle des biens de parents âgés. Elle préparait cela depuis plus d'1 an, attendant l'occasion idéale. Mon mariage avec Henri ne lui avait pas seulement fourni des ressources supplémentaires pour voler, il lui avait donné un collaborateur. Car Henri n'était pas une victime innocente de sa manipulation. Les preuves que j'ai trouvées dans sa mallette racontaient une toute autre histoire. Des lettres entre eux datant de 2 ans, avant même notre rencontre. Des discussions sur l'opportunité d'héritage et la gestion du déclin de la vieille dame. Henri n'était pas tombé amoureux de moi dans ce cimetière. Il avait été recruté. L'homme que j'avais épousé, celui à qui j'avais confié mon cœur et ma vulnérabilité, avait été choisi par ma propre fille spécialement pour l'aider à me voler tout. Assise dans ma cuisine à 3 heures du matin, entourée des preuves de la trahison la plus élaborée que j'aurais pu imaginer, j'ai senti quelque chose se cristalliser en moi. Pas seulement de la colère, même si elle brûlait intensément. Pas seulement du chagrin, même si elle menaçait de me consumer entièrement. Mais une détermination froide et déterminée qui m'a surprise par son intensité. Ils m'avaient sous-estimé de la manière la plus fondamentale qui soit. Ils ont vu une femme âgée et ont présumé de ma faiblesse. Ils ont vu quelqu'un qui avait passé sa vie à prendre soin des autres et ont supposé que je ne pouvais pas me protéger. Ils étaient sur le point de comprendre à quel point ils avaient tort. Madame Rousseau m'a aidé à contacter un avocat, pas n'importe lequel, mais un spécialiste des affaires de maltraitance envers les personnes âgées qui poursuivait précisément ce genre de crime depuis 20 ans. Maître Larson était une quinquagénaire au regard perçant qui, au premier coup d'œil à mes preuves, a immédiatement compris l'ampleur de la situation. « Madame Dubois, dit-elle, ce n'est pas seulement un vol. C'est une opération criminelle sophistiquée. Votre fille et votre mari ne vous ont pas seulement ciblé, ils ont déjà commis ce genre de choses. » L'enquête qu'elle lança révéla un réseau qui me fit mal au cœur. Henri s'était marié 4 fois. 2 de ses précédentes épouses étaient décédées dans des maisons de retraite après avoir été déclarées incapables et avoir cédé leurs biens. La 3e était décédée, naturellement, à son domicile, mais seulement après avoir tout transféré au nom d'Henri. Sylvie avait été sa partenaire dans la dernière affaire, apprenant les techniques qu'elle perfectionnait maintenant avec moi. Je n'étais pas leur première victime. J'étais destinée à être la plus rentable. Le matériel d'enregistrement était minuscule, presque invisible. Le neveu de Madame Rousseau, qui travaillait dans les systèmes de sécurité, avait installé des caméras et des micros dans tout mon appartement pendant l'absence de Sylvie et Henri. Pendant 2 semaines, j'ai continué à faire semblant de refuser, buvant du café drogué et semblant confus, tandis que nous rassemblions les preuves de leurs crimes quotidiens. Les enregistrements étaient horribles. Quand ils pensaient que je dormais, ils discutaient du calendrier de mon institutionnalisation, des meilleurs moyens d'accélérer mon déclin apparent et du partage de mes biens une fois en sécurité. Sylvie parlait de moi avec une cruauté désinvolte qui me fait encore mal au cœur. Elle a toujours été si moralisatrice, dit-elle à Henri un après-midi,
alors que je faisais semblant de dormir sur ma chaise. Toujours à se sacrifier, toujours à jouer les martyrs. Elle n'a jamais compris que je la détestais parce qu'elle me faisait culpabiliser pour tout. Eh bien, maintenant, elle peut aussi sacrifier sa précieuse indépendance. La réponse d'Henri fut encore pire. Une fois qu'elle sera déclarée incompétente, on pourra agir plus vite avec les autres. Il y a au moins 3 autres candidats potentiels rien que dans l'immeuble. Il ne prévoyait pas seulement de me détruire. Il prévoyait d'utiliser mon appartement comme base pour cibler mes voisins. Mes amis. D'autres personnes âgées vulnérables qui faisaient confiance trop facilement et aimaient trop profondément. La confrontation devait être parfaite. Le timing, les preuves, les témoins, tout devait concorder pour que justice soit rendue rapidement et complètement. Maître Larson a coordonné les efforts avec la police, tandis que je préparais ce qui pourrait bien être le spectacle de ma vie. J'ai choisi un dimanche soir de décembre pour notre dîner de famille. Henri insistait pour que je signe des documents supplémentaires, affirmant qu'il ne s'agissait que de simples mises à jour de notre planification successorale. Sylvie accentuait la pression concernant les options de soins de la mémoire, apportant des brochures et parlant de visites de salle. Ils pensaient se rapprocher de leur victoire finale. Au lieu de cela, ils tombaient dans un piège tendu par une femme de 82 ans qui avait enfin appris à se défendre. J'ai réfléchi, dis-je tandis que nous nous asseyions devant le repas que j'avais préparé, les mains tremblantes, à ce que vous disiez tous les deux. À ma mémoire, à mon besoin d'aide. Ils échangèrent un regard rapide, satisfait, calculateur. C'est merveilleux, maman, dit Sylvie. On ne veut que ton bien. Je sais que tu le veux, répondis-je d'une voix ferme malgré la tempête dans ma poitrine. C'est pourquoi j'ai décidé de vous dire quelque chose d'important. Je posai les mains à plat sur la table, les regardant droit dans les yeux. Je sais ce que vous me faites. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage d'Henri devint complètement vide. La bouche de Sylvie s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Je suis au courant pour le lorazépam dans mon café. Je suis au courant pour les fausses procurations. Je suis au courant pour l'argent que vous avez volé sur mes comptes. Ma voix s'amplifiait à chaque révélation. Je suis au courant pour les précédentes épouses d'Henri, et je suis au courant de vos projets pour mes voisins. Sylvie reprit ses esprits la première, son visage se déformant en une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une haine pure et non dissimulée. Espèce de vieille idiote, siffla-t-elle. Vous ne pouvez rien prouver. Qui va vous croire plutôt que nous? Vous avez clairement des illusions. En fait, dis-je en fouillant dans la poche de mon pull, je peux tout prouver. L'appareil d'enregistrement était petit, mais il avait enregistré chaque mot de leur conversation des 2 dernières semaines. Tandis que leur propre voix emplissait la pièce planifiant mon internement, discutant de mes précédentes victimes, calculant la valeur de mes biens, je voyais leur visage passer de la colère à la confusion, puis à la terreur absolue. C'est illégal, balbutia Henri. On ne peut pas enregistrer les gens sans leur consentement. En cas de suspicion de maltraitance sur personne âgée, dit maître Larson en sortant du couloir où elle attendait, la loi française autorise les preuves de surveillance. Surtout lorsque les victimes sont droguées et manipulées. Derrière elle, 2 policiers, l'air grave et professionnel, la suivirent. Sylvie Moreau et Henri Dubois, dit le supérieur, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance sur personne âgée, escroquerie, faux et association de malfaiteurs en vue de commettre un vol. La suite se déroula comme un cauchemar à l'envers, toute l'horreur et la manipulation des derniers mois, mais désormais guidée par la justice plutôt que par la cruauté. Sylvie se mit à hurler, me traitant de folle, de délire provoqué par la démence. Henri tenta de courir et parvint jusqu'au couloir avant d'être plaqué au sol par le jeune policier. Tandis qu'on les emmenait menottés, Sylvie se tourna vers moi une dernière fois. « Je vous déteste, dit-elle, la voix éraillée par des décennies de rage contenue. Je t'ai toujours détesté. Tu as ruiné ma vie avec tes sacrifices constants, ton besoin constant d'être la victime. Tu ne m'as jamais laissé me libérer de ta culpabilité et de tes attentes. » Ces mots m'ont profondément blessé, plus profondément que je ne l'aurais cru. Mais ils ont aussi clarifié quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Ce n'était pas seulement une question d'argent.
Il s'agissait d'un ressentiment qui grandissait depuis 60 ans, alimenté par son incapacité à accepter l'amour sans le considérer comme un fardeau. Je sais, ai-je dit doucement. Je le sais depuis longtemps. Mais je t'aimais quand même. Son visage s'est alors décomposé, et l'espace d'un instant, j'ai revu la petite fille que j'avais bercée chaque nuit pendant des années. Mais il était trop tard. Beaucoup trop tard pour que l'amour répare ce que la haine avait brisé. La procédure judiciaire a été rapide une fois les preuves présentées. Les enregistrements, les relevés bancaires, les faux documents et les rapports toxicologiques de mes échantillons de cheveux ont dressé un tableau si clair que même l'avocat onéreux d'Henri n'a pu créer de doute raisonnable. Au cours de l'enquête, la police a découvert que leur opération était bien plus vaste qu'on ne l'avait imaginé. Au cours des 5 dernières années, ils avaient ciblé 17 personnes âgées à travers Paris, dérobant avec succès près de 2 millions d'euros en espèces et en biens. 3 victimes étaient décédées en maison de retraite après avoir été déclarées inaptes. 2 autres s'étaient suicidées plutôt que d'être placées en institution. Je n'étais pas seulement une victime qui s'était défendue. J'étais le témoin clé qui a démantelé tout un réseau criminel. Sylvie a été condamnée à 12 ans de prison. Henri a 15 ans, en tant que récidiviste et meneur. Leurs biens, y compris tout ce qu'ils m'avaient volé, à moi et à d'autres, ont été saisis et redistribués aux familles des victimes. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans les peines de prison ni dans l'argent récupéré. La véritable victoire, c'était de me retrouver dans mon appartement 6 mois plus tard, lucide et perspicace, entouré d'amis qui n'avaient jamais douté de ma santé mentale. Madame Rousseau était devenue plus qu'une voisine. Elle faisait désormais partie de la famille, celle qu'on choisit plutôt que celle dont on est accablé par la naissance. Nous prenions un café ensemble tous les matins, un vrai café au goût parfait, tout en lisant le journal et en discutant du monde avec la sagesse de femmes qui avaient survécu à tout ce que la vie pouvait leur réserver. Je ne me suis jamais remariée. À 83 ans, j'ai découvert que je préférais la compagnie des amis à la vulnérabilité de l'amour. Mais je ne me sentais pas seule. Mon appartement est devenu un lieu de rassemblement pour les autres personnes âgées du quartier, un espace sûr où nous pouvions partager des histoires et prendre soin les unes des autres. Nous avons formé un réseau informel, nous apprenant mutuellement à reconnaître les signes de maltraitance des personnes âgées, partageant des ressources pour la protection juridique et créant des liens communautaires qui font de nous des cibles plus difficiles pour les prédateurs. Ce que Sylvie et Henri considéraient comme une faiblesse, notre confiance, notre volonté d'aimer malgré la déception est devenue notre force lorsqu'il s'est transformé en protection mutuelle. Je pense parfois au pardon. On me demande si j'ai pardonné à ma fille, si la famille que j'ai perdue me manque. La réponse est complexe. J'ai pardonné à la petite fille qui se glissait dans mon lit pendant les orages, qui m'apportait des pissenlits du parc et les appelait les plus belles fleurs du monde. J'ai pardonné à la jeune femme qui se débattait avec sa propre identité et me reprochait le père qui nous avait abandonnés toutes les deux. Mais je ne pardonnerai jamais à l'adulte qui a choisi de me détruire plutôt que de faire face à sa propre douleur. Je ne pardonnerai jamais à la femme qui a vu dans ma confiance une occasion de cruauté. Cette personne n'est plus ma fille. Cette personne est une étrangère qui partage mon ADN. La vraie tragédie n'est pas ce qu'elle m'a fait. La vraie tragédie, c'est ce qu'elle s'est fait à elle-même. Elle avait une mère qui l'aimait inconditionnellement, et elle a tout gaspillé pour de l'argent dont elle n'avait même pas besoin. Elle a eu la chance de construire une relation avec moi à l'âge adulte, et au lieu de cela, elle a choisi de me détruire pour des torts imaginaires de son enfance. Je ne peux pas la sauver des conséquences de ses choix. Je ne peux pas l'aimer assez pour compenser l'amour qu'elle a rejeté. Tout ce que je peux faire, c'est me protéger et protéger les autres des dommages que les personnes aigries infligent lorsqu'elles prennent leur douleur pour une permission de faire du mal. À 83 ans, j'ai appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de loyauté, de confiance et du choix quotidien de veiller au bien-être de chacun. Madame Rousseau est plus ma famille que Sylvie ne l'a jamais été. Les voisins qui prennent de mes nouvelles, l'avocat qui s'est battu pour moi, les policiers qui m'ont cru, ils sont ma famille maintenant. Je me réveille chaque matin reconnaissante de la vie que j'ai retrouvée. Non pas la vie que j'aurais pu avoir si les choses avaient été différentes, mais la vie que j'ai réellement imparfaite, parfois solitaire, mais entièrement la mienne. Personne ne contrôle mon argent, mes choix ou mon esprit, sauf moi. Personne ne décide de ce dont je suis capable, sauf moi. L'appartement où j'ai élevé Sylvie, où j'ai accueilli Henri,
où j'ai failli tout perdre, m'appartient désormais pleinement. Je l'ai redécoré, effaçant toute trace de leur présence, le remplissant de photos de vrais amis et de souvenirs d'expériences authentiques. Il est plus petit qu'avant, d'une certaine manière, mais aussi plus spacieux. Quand la trahison s'en va, elle emporte avec elle son poids étouffant. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas frappé à la porte de Madame Rousseau ce jour-là. Si j'avais simplement accepté leur version de la réalité, signé leurs papiers, laissé ma vie diminuer et me contrôler jusqu'à ce qu'il ne reste plus de moi qu'une vieille femme désemparée dans un hôpital quelque part, mourant lentement de chagrin et de désarroi. Cette version de mon histoire se termine dans l'obscurité. Mais celle-ci, celle où j'ai riposté, où j'ai refusé de disparaître silencieusement, où j'ai transformé ma rage en justice, cette version se termine dans la lumière. J'ai 83 ans. Je suis vive d'esprit, indépendante et entourée de gens qui m'apprécient pour ce que je suis. J'ai assez d'argent pour vivre confortablement, assez de santé pour profiter de mes journées et assez de sagesse pour repérer les prédateurs avant qu'ils ne me fassent à nouveau du mal. Plus important encore, je sais que lorsque tout m'a été volé, j'ai trouvé le moyen de le reprendre. Lorsque j'ai été drogué, manipulé et manipulé par ceux en qui j'avais le plus confiance, je n'ai pas craqué. J'ai lutté, j'ai failli me perdre, mais je n'ai pas craqué. Cette force a toujours été là. Elle m'a porté pendant 40 ans de mère célibataire, à travers la pauvreté, les sacrifices et les déceptions. Il a suffi d'une trahison ultime pour m'apprendre à l'utiliser non seulement pour les autres, mais aussi pour moi-même. Ils pensaient voler une vieille femme sans défense. Au lieu de cela, ils ont réveillé quelque chose de féroce et d'intransigeant qui dormait en moi depuis des décennies. Ils pensaient que mon âge me rendait vulnérable. Au contraire, il m'a donné la perspective de voir clair et le courage d'agir avec détermination. La plus grande vengeance n'est pas la punition même si la justice était satisfaisante à sa manière. La plus grande vengeance, c'est bien vivre, vivre librement, vivre exactement comme on le souhaite malgré tout ce qu'on a essayé de nous prendre. Et à 83 ans, enfin, magnifiquement, avec défi, je vis exactement comme je le souhaite.